Bonjour à tous, voici un petit tuto vidéo sur l'évaluation de l'empoussièrement d'un processus en sous-section 3. Ce petit tuto vient mettre à jour les connaissances suite à l'apparition de deux documents, le question-réponse sur la métrologie qui a été mis à jour en 2020, et également le D6367 qui a été publié par l'INRS en mars 2020. Attention, cette vidéo a pour but de mettre à jour les connaissances et non pas d'expliquer le pourquoi du comment de l'évaluation d'un processus. Donc on va directement entrer dans le dur avec des sujets un peu techniques, donc c'est vraiment réservé aux personnes déjà formées en cadre technique amiante. Alors première chose pour évaluer l'empoussièrement d'un processus, c'est de définir le processus. Ça n'a pas bougé, je vous le rappelle, un processus c'est trois choses. C'est le triptyque matériau amianté, méthode technique d'intervention sur ce matériau, exemple, grignotage mécanique, burinage, découpage à la scie sabre, voilà, une action sur le matériau. Et enfin, troisième point, le moyen de protection collective. Attention, quand on parle de moyen de protection collective, on parle bien de moyen de réduction de l'empoussièrement. C'est associé à l'action, qu'est-ce qui va permettre de limiter l'empoussièrement de ce processus. Donc là, c'est ce qu'on va appeler maintenant les MPC, moyens de protection collective, mais MPC1, ceux qui sont vraiment là pour limiter les poussières qu'on émet en agissant sur le matériau. A contrario, il y aura les MPC2. Les MPC2, c'est les moyens de protection collective qu'on va mettre en fonction du processus. C'est le confinement, les moyens de décontamination. MPC1, moyen de réduction de l'empoussièrement. MPC2, protection collective générique définie en fonction de l'empoussièrement généré par le processus. Attention, la vidéo traite de l'évaluation de l'empoussièrement d'un processus et non pas de phase opérationnelle. Je vous rappelle qu'il peut y avoir d'autres phases sur un chantier à risque amiante, avec risque d'émission de fibres d'amiante, qui ne sont pas le processus en lui-même. L'empaquetage des déchets, le nettoyage de la zone, toutes ces phases, on doit estimer l'empoussièrement de façon à pouvoir vérifier le respect de la VLEP. Néanmoins, ce ne sont pas des processus. Donc tout ce que je vais vous montrer maintenant, toute la méthodologie que je vais vous décrire, c'est applicable qu'au processus, et pas aux phases opérationnelles. Alors ça y est, on a défini notre processus, on a notre chantier à faire dans un mois et demi. Maintenant, il va falloir associer un empoussièrement à ce processus, il va falloir évaluer le niveau de risque de ce processus. Alors pour ça, vous connaissez, je me base sur des bases de données fiables, dont Scolamiante. Scolamiante, base disponible sur Internet. En ce qui concerne les bases de données et les autres sources de données fiables, on en reparlera un petit peu en fin de vidéo. Qu'est-ce qu'on fait si jamais on n'a pas de référence sur Scola? Eh bien là, ce qu'on nous dit, c'est que, dans tous les cas, il faudra estimer l'empoussièrement, mais on ne pourra pas l'estimer en niveau 1. Sauf cas particulier, où vraiment on va pas toucher directement à l'amiante, comme par exemple un mastic vitrier amianté, sur la fenêtre, on vient simplement dégonder la fenêtre, on touche pas à l'amiante, là, ok, c'est toléré niveau 1. Par contre, pour tout le reste de processus, on pourra pas estimer directement en niveau 1. Il faudra à minima se placer en niveau 2. On a écrit notre processus, on a estimé son niveau d'empoussièrement, maintenant, on peut graver dans le marbre, associer ce processus à notre document unique d'évaluation des risques, notre DUER, et là on vient vraiment graver dans le marbre. On a un nouveau processus, une nouvelle activité, une nouvelle unité de travail dans l'entreprise, et on y associe un empoussièrement, un niveau de risque. Arrive le premier chantier, le fameux chantier test. Alors ça n'a pas beaucoup changé, c'est lors de la première mise en œuvre du processus qu'il va falloir faire cette fameuse mesure, dès le démarrage, dès la première mise en œuvre du processus. Par contre, petite nouveauté, maintenant on nous recommande d'attendre les résultats de cette première mesure avant de remettre en œuvre le processus. Bah ouais, on n'est pas sûr de maîtriser à 200% notre technique, on n'est pas sûr qu'on va être vraiment conforme aux références des bases de données fiables, donc on fait la mesure, on fait d'autres activités, et une fois qu'on a le résultat, si ça confirme l'estimation qu'on avait initialement, bien là on pourra reprendre le travail normalement. Notre chantier test est fait. Maintenant, il va falloir faire nos fameux chantiers de validation. Toujours pareil, un chantier test, puis 3 chantiers de validation sur 12 mois. C'est bien 12 mois à partir de la date anniversaire du chantier test. Le chantier test a eu lieu le 4 avril 2020, il faudra qu'il y ait eu le chantier test plus 3 validations au 4 avril 2021. Alors bien entendu, sauf vraiment cas très particuliers, il faudra que ça soit fait sur 3 chantiers différents. Les chantiers de validation doivent être faits sur des chantiers différents. Et il est également préconisé, quand c'est possible, de faire ces chantiers par des équipes différentes, de façon à bien voir que la pratique est homogène au sein de l'entreprise. Inutile de le rappeler, mais les moyens de protection collective type confinement, renouvellement d'air, bref, les MPC2, ils doivent être ceux en fonction du niveau d'empoussièrement identifié initialement avant le chantier test. Tant que j'ai pas un chantier test 3 validations, je ne modifie pas mon document unique. Une fois
que j'aurai mon chantier test et 3 validations, là, éventuellement, on va pouvoir modifier notre évaluation initiale du risque. Ça y est, on a fait notre chantier de test, nos 3 chantiers de validation. On a éventuellement confirmé notre niveau d'empoussièrement, ou on l'a augmenté, on l'a baissé. C'est pas terminé. Il va falloir maintenant continuer les chantiers de validation qu'on va appeler cette fois-ci le contrôle périodique. Et on va garder un contrôle périodique toujours sur la même fréquence, à savoir minimum 3 chantiers sur 12 mois. Pas sur 12 mois glissants. 3 chantiers sur 12 mois à la date anniversaire toujours du chantier test. Je vais faire maintenant un zoom avec vous sur une nouvelle notion qui est apparue dans le guide de l'INRS. Pour les chantiers estimés initialement en niveau 1, pour ces chantiers-là réalisés en intérieur ou en extérieur en zone sensible, une friche industrielle proche d'habitation, dans une école par exemple, dans ces cas-là, chantier de niveau 1, intérieur ou extérieur, zone sensible, on nous préconise de réaliser un confinement dit dynamique. Un confinement avec minimum 10 pascal de différence entre l'intérieur et l'extérieur de la zone, et minimum 6 renouvellements d'air dans la zone. Donc malgré qu'on soit en niveau 1, on va mettre en place des moyens de protection collectifs, les fameuses MPC2, comme si on était en niveau 2. Le fait de mettre en place ces moyens de protection collectifs va naturellement abaisser l'empoussièrement, en particulier la ventilation ou le renouvellement d'air de la zone. Donc ça va forcément donner une indication mauvaise lors des mesures d'empoussièrement, lors des chantiers tests et des chantiers de validation. Effectivement, si on ventile trop la zone, on risque d'abaisser l'empoussièrement de façon fictive. Donc, pour les chantiers de niveau 1 avec des moyens de protection collective surcotés de niveau 2, lors des chantiers de test et des chantiers de validation, on remettra les moyens de protection niveau 1 que lors des chantiers de test et chantiers de validation. Je m'explique, on est normalement avec un confinement, extracteur, entrée d'air, 6 renouvellements d'air dans la zone. Et bien le moment des mesures, et seulement pour les mesures, on coupe les extracteurs, on obstrue les entrées d'air, les fameuses EACM. Attention, cette méthode va vous provoquer un nouveau risque. Le fait d'avoir une zone fermée et confinée où on obstrue les entrées d'air, où on ne crée pas de ventilation à l'intérieur, on a créé une vraie zone confinée. Zone confinée, il existe un nouveau risque qui est le risque d'anoxie. Oui, on respire, on consomme l'oxygène dans la pièce, et donc le taux d'oxygène risque de descendre au fur et à mesure. Donc pour ça, si on utilise cette technique dans des endroits exigus, confinés, petites pièces, très petites pièces, une cuve, vraiment des endroits réduits, dans ces cas-là, on prendra comme moyen de protection individuelle de l'adduction d'air, pour éviter le risque d'anoxie. Si au bout d'un chantier de test et 3 chantiers de validation, dans ces conditions, on confirme qu'on est bien en niveau 1, alors là c'est bon, on pourra inscrire cette évaluation, confirmer cette évaluation dans notre document unique d'évaluation des risques, et les futurs chantiers pourront se faire en niveau 1 classique. Plus besoin cette fois-ci de mettre les MPC2 comme en niveau 2, on restera cette fois-ci en niveau 1. Si au bout d'un chantier de test et 3 chantiers de validation, on vient confirmer nos hypothèses de départ. J'avais estimé un niveau 2 à 350 fibres, je reste toujours toutes mes mesures entre 200 et 250, et bien très bien, au bout d'un chantier de test et 3 chantiers de validation, je pourrais confirmer mon évaluation du risque, et encore une fois, je l'inscris, je le grave dans le marbre, dans le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise. Je continuerai ensuite mes chantiers de contrôle périodique, toujours dans le rythme de 3 tous les 12 mois à date anniversaire du chantier test. Alors maintenant, on va aborder le cas où lors des chantiers test ou lors des chantiers de validation, on a une ou plusieurs mesures qui sont au-dessus de ce qu'on avait estimé lors de l'évaluation préalable du niveau d'empoussièrement. Alors, là, deux solutions. Soit on dépasse un niveau d'empoussièrement, le niveau d'empoussièrement estimé initialement, soit on reste dans le même niveau d'empoussièrement, mais ça peut impacter les moyens de protection individuelle et les moyens de protection collectif. Alors, dans ce cas-là, c'est simple, au fur et à mesure qu'on fait des mesures, on vient ajuster les moyens de protection collectif et les moyens de protection individuelle en fonction des mesures chantier test, chantier de validation réalisées. Par contre, si jamais on dépasse le niveau estimé, on passe de niveau 2 au niveau 3, arrêt de chantier, nettoyage fin de la zone, on décontamine la zone, éventuellement l'environnement de la zone, les moyens de protection collectif étaient pas adaptés, on a peut-être pollué l'extérieur de la zone, et là on repart sur un nouveau chantier test. Nouveau chantier test, bien sûr, cette fois-ci, avec les moyens de protection collectifs et individuels d'un cran au-dessus. Donc là, on était de niveau 2 à niveau 3, donc là, on va bien sûr s'équiper et protéger notre zone en niveau 3. Dernier cas particulier à voir ensemble, le moment où, lors des chantiers de test et des chantiers de validation, les mesures montrent un empoussièrement inférieur à ce qui était estimé initialement. Par exemple, j'avais un processus estimé de niveau 2 à 500 fibres par litre, et lors des mesures chantier de test, chantier de validation, toutes les mesures sont inférieures à 100 fibres, donc potentiellement niveau 1. Et bien dans ces cas-là, je vais, au bout d'un chantier de test, 3 validations, modifier mon document unique pour passer de niveau 2 à niveau 1. Niveau 1,
provisoire. Provisoire parce que, comme on le sait, les moyens de protection collectif MPC2, la ventilation de ma zone entre autres, peuvent avoir un impact sur l'empoussièrement. Bien, on va refaire un chantier de validation, on va refaire un deuxième cycle de validation, et lors de ce premier chantier, je vais remettre mes moyens de protection collectif 2, mes MPC2, comme si j'étais toujours en niveau 2. C'est-à-dire que mon confinement, je reste avec un confinement dynamique, 6 renouvellements d'air, 10 pascal en dépression. Par contre, lors des mesures, on coupe les extracteurs, on obstrue les entrées d'air, de façon à simuler le niveau 1. À ce moment-là, si les mesures de ce premier nouveau chantier de validation viennent confirmer mon estimation de l'empoussièrement, dans ce cas-là, je peux confirmer mon évaluation dans mon document unique. Je viens confirmer que je suis bien en niveau 1. Et après, je continue mes 2 autres chantiers de validation, et ensuite je rentre dans mes contrôles périodiques avec toujours 3 chantiers de contrôle périodique sur 12 mois à date anniversaire du chantier test. Maintenant qu'on a revu le déroulé, chantier de test, chantier de validation, contrôle périodique, on va revoir 2-3 points nouveaux qui sont apparus dans ces fameux guides, et entre autres par rapport aux conditions de réalisation des mesures. Alors le premier point important, c'est maintenant pour les chantiers intérieurs, on nous demande d'être vraiment vigilant à l'emplacement de l'opérateur au moment des mesures. Si l'opérateur il est placé pile poil devant une entrée d'air, une EACM, on sait qu'il va récupérer que de l'air propre au niveau du visage, là où il y a les cassettes de prélèvement, autant dire que l'empoussièrement il aura des pâquerettes. Donc, non, il va falloir faire en sorte que le positionnement des opérateurs soit dans une zone exempt de grande circulation d'air. On va plutôt s'éloigner des extracteurs et des entrées d'air au moment des mesures. Donc on fera attention à ça, et maintenant ça devra être également inscrit, la position de l'opérateur, sur le rapport final transmis par l'organisme accrédité. Pour les chantiers extérieurs, il y a une contrainte qui est validée, c'est le problème de la pluie. On sait que quand il pleut, les préleveurs ils aiment pas trop pour des raisons techniques faire des mesures ces jours-là, mais en plus ça peut impacter sur l'empoussièrement. Et on sait que le vent, on l'a vu tout de suite, mais les mouvements d'air vont également influer sur l'empoussièrement. Ce qui fait que maintenant, on nous demande de faire attention aussi au niveau de vent le jour des chantiers de test et chantiers de validation. Il ne faudra pas dépasser 4 mètres secondes. 4 mètres secondes, pour les marins, ça fait 7,7 nœuds. Donc il faudra toujours moins de 8 nœuds de vent lors des chantiers de test, chantiers de validation, pour que ceci soit pris en compte. Bien entendu, cette donnée devra être également inscrite dans le rapport final. Et dans le guide de l'INRS, il est également rappelé par écrit cette fois-ci qu'il est préconisé de réaliser un prélèvement de matériaux à l'endroit où l'opérateur travaille lors des chantiers de test, chantiers de validation et les contrôles périodiques, de façon à vérifier qu'il travaille bien sur un matériau produit contenant de l'amiante. Effectivement, dans le cas où vous auriez un résultat avec 0 fibre comptée, on ne pourra pas mettre en doute le fait que vous travaillez bien sur de l'amiante si vous avez fait un prélèvement. Par contre, ce prélèvement ne le fait analyser que si on a 0 fibre comptée. Dorénavant, il faudra que le rapport final transmis par l'organisme accrédité contienne de nouvelles informations. Il faudra notamment réaliser un plan en précisant l'emplacement de l'opérateur sur lequel on a réalisé les mesures. Pour les chantiers en intérieur, il faudra également préciser l'emplacement des entrées d'air et des extracteurs. Il faudra également préciser l'hygrométrie dans la zone et le taux de renouvellement dans la zone. Il faudra aussi indiquer des informations concernant les matériaux traités lors du chantier test, chantier de validation, notamment la quantité, le poids, le volume ou la surface des matériaux traités. Si aucune fibre n'est comptée et qu'on a bien fait le prélèvement, il faudra noter sur le plan l'emplacement, le point où a été réalisé le prélèvement de matériaux. Pour les chantiers intérieurs, le rapport final devra contenir, je vous l'ai dit tout à l'heure, le plan détaillé de la zone avec les entrées d'air, les extracteurs, le positionnement des opérateurs. Clairement, le plan ou schéma issu du bilan hydraulique prévisionnel fait affaire pour répondre à cette nouvelle exigence. Il faudra également indiquer sur le rapport final les vitesses d'air mesurées à proximité immédiate de l'opérateur au moment des mesures. Concernant les chantiers extérieurs, cette fois-ci, il va falloir préciser sur le rapport final les conditions d'arrosage, d'abattage des poussières. Il faudra par exemple donner un débit, un volume d'eau mis sur un certain matériau pendant le chantier. Ça sera à l'entreprise de fournir ces informations. Les conditions au poste de travail devront également être bien détaillées sur les chantiers en extérieur. Entre autres, si on a utilisé un engin avec cabine pressurisée, quel type d'opération a été réalisée, par le dessus, par le dessous, ça devrait être précisé. Et également les temps d'accès. On sait que sur les chantiers extérieurs, parfois, on peut mettre du temps avant d'arriver sur la toiture, auprès de la canalisation. Bref, ce temps de mesure où il n'y a pas d'action sur le matériau, il devrait être bien précisé sur le rapport final. Et enfin, il faudra bien sûr préciser les conditions météorologiques sur le rapport final, la température, l'hygrométrie, vitesse et direction du vent.
Pour terminer cette petite vidéo, je vous propose de traiter deux questions qui reviennent très fréquemment. La première, c'est de savoir, est-ce que je peux me baser pour l'évaluation initiale du risque? Est-ce que je peux me baser sur les mesures réalisées par d'autres entités de mon groupe? Donc moi je suis une entité, je suis certifié à mon niveau, je fais partie d'un grand groupe, et ce grand groupe il possède d'autres entreprises certifiées. Et est-ce que je peux me baser sur les mesures faites par mes copains? Alors la réponse est oui et non. Désolé, mais en fonction de ce qu'on vient chercher comme information, en fonction de ce qu'on vient lire, on va pas trouver forcément les mêmes réponses. Par exemple, le nouveau guide de l'INRS dit que les autres bases doivent être réputées fiables par la communauté scientifique. Donc c'est pas quelque chose qu'on a au sein de l'entreprise. Par contre, la note de la DGT du 5 décembre 2017, qui traite attention de la sous-section 4, précise que les autres bases fiables peuvent être, par exemple, les données d'un autre établissement, dans le cas d'une grosse entreprise à plusieurs établissements. Dans ces cas-là, on pourrait éventuellement se baser sur d'autres entités du groupe. Bref, la question n'est pas tranchée. Ma préconisation, c'est de rester sur Scholamiante. Bon, déjà, ça évite les débats sur les petites lignes de texte. Et puis en plus, on l'a vu plus tôt dans cette vidéo, même sur les chantiers de niveau 1, on nous demande quand même de mettre des moyens de protection collectifs, MPC2, comme un niveau 2. De façon à garantir, tant qu'on n'a pas nos propres mesures, de garantir qu'on va pas polluer l'environnement et nos salariés. Donc pour moi, ça n'a aucun sens de faire la chasse au niveau 1, la chasse au plus bas possible, donc on reste sur les bases de données Scholamiante qui sont vraiment reconnues par tout le monde. Deuxième grande question qui revient souvent, que faire si jamais on n'a pas nos 3 validations sur 12 mois ou 3 contrôles périodiques sur 12 mois. Si jamais on n'a pas eu le chantier et qu'à un moment on dépasse. Est-ce qu'on retombe à zéro? Qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas réussi à passer les 3 chantiers de validation après le chantier test dans les 12 mois qui suivent le chantier test, eh bien dans ces cas-là, quand on va avoir débordé, le dernier chantier de validation, ça sera considéré comme le premier finalement chantier de validation. Il faudra qu'à ce moment-là, on arrive à replacer nos 3 nouveaux chantiers de validation sur 12 mois. Dans le cas des chantiers de contrôle périodique, il y a toujours une fréquence de 3 chantiers à faire sur 12 mois à date anniversaire du chantier test. Si jamais au bout de 6 ans, à un moment on n'a pas eu les chantiers, on n'a pas réussi à faire nos 3 chantiers sur 12 mois, là j'ai rien vu dans la littérature. Il n'y a pas écrit clairement, noir sur blanc, le fait qu'il faille repartir à zéro, repartir sur Schola. Donc je sais pas, je peux pas vous donner de réponse fiable. Que faire dans ces cas-là? Bon, ma préco à moi, mais ça reste que mon avis, il y a une petite ligne dans le code du travail sur la rédaction du plan de retrait qui précise qu'il faut justifier si on n'a pas pu faire ces 3 chantiers sur 12 mois. Donc, dans le cas, et seulement dans le cas d'absence de chantier, on n'a donc pas pu faire les contrôles périodiques. Dans ces cas-là, si on a déjà suffisamment d'expérience, effectivement, si on déborde un petit peu, c'est pas un drame, on n'est pas obligé de retourner à zéro. On a quand même une bonne expérience, on a quand même déjà un bon retour sur ce processus. Ça sera peut-être pas le cas si c'est tout de suite le premier chantier de contrôle après les chantiers tests et chantiers de validation. Merci d'avoir suivi ce petit tuto, j'espère que j'ai pas été trop technique et que vous avez réussi à rester accroché sur toute la longueur. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt.